Sous-marin Arkhangelsk, Poutine dévoile les capacités militaires d'attaque. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie, ayant perdu confiance envers les pays occidentaux, se prépare à un éventuel affrontement avec l'Occident, bien que cette perspective demeure encore très lointaine. Poutine. Je suis certain que l'équipage, ainsi que notre croiseur, seront prêts à exécuter les missions qui leur seront assignées dans les délais prévus. Ce croiseur de dernière génération est notre fierté, car peu de pays dans le monde sont capables de créer une arme aussi puissante et redoutable. Suivez le discours de Poutine dans le sous-marin Arkhangelsk. Camarades officiers, chers compagnons, bonsoir. Je suis heureux de vous saluer tous. C'est un plaisir de me retrouver à nouveau à bord d'un tel sous-marin lance-missiles comme le vôtre. En réalité, sur un sous-marin comme le vôtre, je n'étais encore jamais monté. J'ai visité d'autres sous-marins, comme vous le savez sûrement, et j'ai également participé à des exercices. Mais en ce qui concerne votre navire, c'est un cas particulier. C'est un bâtiment de dernière génération. Regardez, il a été posé en 2015, mis à l'eau en 2023, et en 2024, il a été intégré aux forces armées. Pour un appareil aussi complexe, ce sont des délais très performants. Il est au plus haut niveau de modernité. Aujourd'hui, un autre sous-marin du même type existe, mais celui-ci étant plus équipé de missiles Zircon, ce qui est particulièrement appréciable. Parce que les Zircons, dans une certaine mesure, peuvent être considérés comme une arme stratégique. Quelle est leur portée? 1200, 1000, deux variantes de 1000 km? Oui, légèrement plus. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu de la puissance de cette arme, de sa précision et de la vitesse à laquelle elle atteint sa cible, elle peut sans aucun doute être classée parmi les systèmes remplissant des missions stratégiques. Le rôle de la marine est bien connu. Depuis des siècles, la Russie est une grande puissance maritime, et nous ferons tout pour maintenir ce statut. Nous continuerons à construire de nouveaux navires de surface et sous-marins en améliorant constamment leurs caractéristiques. Ils doivent répondre aux exigences actuelles et rester opérationnels et efficaces sur le long terme, dans une perspective historique complète. Car ces équipements doivent servir le pays pendant de nombreuses décennies et constituent le pilier de notre sécurité stratégique. Nous ferons tout en ce sens. De même, nous ferons tout pour former des spécialistes comme vous. Vous êtes des hommes d'exception, excusez-moi l'expression, mais cela exige un caractère particulier, une disponibilité totale pour accomplir toutes les missions liées à la sécurité nationale. Vous incarnez parfaitement cet engagement, je n'en doute pas une seconde. Les traditions de la marine russe remontent à loin, elles sont respectées, et la fraternité des officiers de marine, en particulier des sous-mariniers, a un caractère unique et distinctif. Je tiens à vous féliciter d'avoir été affecté à un tel bâtiment, le plus moderne, le mieux équipé, capable d'exécuter une large gamme de missions. Vous le savez mieux que quiconque, mais c'est un point essentiel. Vous êtes capable d'opérer contre des cibles en surface, sous l'eau, et contre des cibles terrestres fixes. En somme, il est difficile d'imaginer une mission que des sous-marins lance-missiles de ce type ne pourraient pas accomplir. Vous êtes capable de tout, et nous continuerons à progresser ensemble. Nous venons de parler avec le commandant, une personne d'une grande importance. Tout doit répondre aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Il faut regarder vers l'avenir. Je suis heureux de vous voir. Félicitations pour être ici. Et je vous félicite également, comme je l'ai dit tout à l'heure à la surface, ainsi que tous les marins militaires, pour l'événement d'aujourd'hui, la mise à l'eau d'un nouveau sous-marin de cette classe. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Le dernier navire en date était le K525, le premier sous-marin du projet 1949, qui a servi dans notre marine jusqu'en 1996. Après cela, le nom Arkhangelsk a été attribué au croiseur sous-marin nucléaire stratégique lourd TK-17 Arkhangelsk. Et maintenant, nous avons un quatrième navire de la classe 885 du projet, Yazen. Cher Valéry Vladimirovitch, commandant du Nevezivush, capitaine Vitya Antonov. L'équipage est fier de faire partie des glorieuses forces armées de la Fédération de Russie. Actuellement, l'équipage suit un entraînement au combat et se prépare à remplir des missions importantes en mer. Tout se déroule comme prévu, et je suis certain que l'équipage, ainsi que notre croiseur, seront prêts à exécuter les missions qui leur seront assignées dans les délais prévus. Ce croiseur de dernière génération est notre fierté, car peu de pays dans le monde sont capables de créer une arme aussi puissante et redoutable. Pourriez-vous nous parler des perspectives et des plans de développement de la marine dans notre pays?
Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà dit, nous considérons que la marine est l'une des principales garanties de la sécurité de l'État et de la stabilité stratégique mondiale. Nous avons un équilibre stratégique bien connu avec les États-Unis et nous allons le préserver avec le plus grand soin et agir en conséquence. Bien sûr, à toutes les époques, il y a eu de nombreuses questions et défis. La Russie, en tant que puissance terrestre, a toujours occupé un immense territoire. Mais ce n'est pas par hasard que, depuis Pierre le Grand, la construction navale militaire est une tradition bien établie. En réalité, cette tradition existait déjà auparavant. Mais Pierre Ier a posé une toute nouvelle base, un fondement totalement inédit. Nous ferons tout pour non seulement préserver cet élément essentiel des forces armées russes, mais aussi pour le renforcer. Nous venons d'assister à la mise à l'eau du 5e croiseur, Yazenem. Il est prévu d'en construire encore 5, ainsi que 3 sous-marins, Boreia, supplémentaires. Mais nos plans pour la construction des forces armées et de la marine ne s'arrêtent pas là. Il y a des projets pour la construction de navires de surface et de porteurs stratégiques d'armement radioélectrique. Je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment. Avec votre permission, je vous en informerai plus tard. Nous avons des opinions et des approches différentes sur ce qui doit être fait et comment. Mais tous ces débats entre scientifiques, ingénieurs, forces armées et industrie sont un processus positif visant à choisir les meilleures options possibles pour le développement de la flotte. C'est ainsi que nous continuerons à procéder. Je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, même si je les connais bien, et le commandant en est témoin. Pas aussi souvent qu'il le faudrait, bien que nous devrions le faire plus fréquemment. Nous nous rencontrons régulièrement. Tous ces débats se poursuivent sans cesse. Mais des décisions sont également prises de manière définitive. Nous ne nous contentons pas d'harmoniser nos positions. Ces discussions aboutissent à des décisions sur le développement de la marine. Et elles sont de long terme, avec une perspective de plusieurs décennies, jusqu'en 2050 et au-delà. Actuellement, nous sommes en train d'optimiser complètement le processus. Une stratégie de développement de la marine est en préparation, ainsi qu'un programme de construction de navires, tant pour la surface que pour la flotte sous-marine, jusqu'en 2050. Nous travaillerons ensemble. Et je le dis sans ironie. Pourquoi? Parce que l'exploitation des sous-marins, entre autres, influence directement les décisions sur les futurs plans de développement. Je compte beaucoup sur vous pour servir ici. Si vous constatez quelque chose, si vous avez des observations, n'hésitez pas, nous serons heureux d'entendre vos remarques pratiques. Camarade commandant en chef suprême. Commandant de l'unité de combat des communications. La mission que nous, sous-mariniers, accomplissons revêt une importance capitale pour la sécurité de l'État. Mais nous comprenons également que la principale mission, pour nous tous et pour le pays dans son ensemble, est actuellement d'atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Pourriez-vous donner votre évaluation des événements en cours et des avancées de l'opération militaire spéciale? Bien sûr. Je vais être bref. Nous avançons progressivement, pas aussi rapidement que certains le souhaiteraient, mais néanmoins avec persévérance et assurance vers l'atteinte de tous les objectifs annoncés au début de l'opération. Mais je voudrais commencer par autre chose. Je tiens à dire que nous n'avons pas été les auteurs ni les initiateurs du début des hostilités. Elles ont commencé après le coup d'État en Ukraine en 2014, qui a été soutenu par les pays occidentaux. C'est à partir de ce moment-là que les combats ont réellement commencé dans le sud-est de l'Ukraine. Pendant 8 ans, nous avons tenté de résoudre ces questions et ces problèmes par des moyens pacifiques. Nous avons été contraints de protéger la Crimée, les Criméens et les habitants de Sébastopol. Nous avons également cherché, avec insistance et pendant longtemps, à trouver une solution pacifique aux problèmes liés au Donbass et à Lugansk. Mais il s'est avéré par la suite, et tout le monde le sait maintenant, que les autorités ukrainiennes et leurs parrains occidentaux n'avaient en réalité aucune intention de parvenir à une solution pacifique. D'anciens dirigeants de grandes puissances occidentales, en particulier l'ancien président français, M. Hollande, et l'ancienne chancelière allemande, Mme Merkel, ont déclaré publiquement, sans la moindre gêne, que les accords de Minsk n'avaient été nécessaires que pour donner le temps de réarmer le régime ukrainien et de le préparer au combat contre nous. Pendant 8 ans, les populations vivant sur le territoire du Donbass, de Lugansk et de Donetsk ont été soumises à un véritable génocide, au sens strict du terme. Et les parrains occidentaux du régime ukrainien ont préféré ne pas le voir. Cela nous a contraints à tenter, par des moyens militaires, de mettre fin à cette guerre qui avait été déclenchée en 2014. Ce n'est pas nous qui l'avons commencée.
Mais même lorsque le conflit armé a atteint une phase intense en 2022, nous avons malgré tout proposé de résoudre tous les problèmes par des moyens pacifiques et diplomatiques. D'ailleurs, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, nous avions trouvé un accord avec l'Ukraine lors des négociations qui se sont tenues à Istanbul. Et nous étions parvenus à des accords, y compris sur des questions qui sont aujourd'hui souvent considérées comme insolubles, notamment la dénazification et la démilitarisation. Nous avions également trouvé un terrain d'entente sur ces points. Tout était écrit noir sur blanc dans le projet de document. Ce document avait été paraphé par le chef de la délégation ukrainienne aux négociations. Il avait été paraphé et signé, ce qui signifie que tout le monde était d'accord. Mais ensuite, comme on le sait, des émissaires venus d'Europe, en particulier du Royaume-Uni, sont arrivés. L'ancien Premier ministre Boris Johnson a convaincu les dirigeants ukrainiens de poursuivre la lutte armée jusqu'au bout, en réalité jusqu'au dernier Ukrainien, dans l'objectif d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Il a sans doute oublié qu'il existe des forces comme les vôtres, des moyens tels que votre sous-marin. Il a probablement oublié, ou n'a jamais réellement compris, ce qu'est le peuple russe, le peuple de Russie, ce que nous avons dans l'âme et dans le cœur lorsqu'il s'agit de la sécurité de notre patrie. Quant à la situation actuelle, elle est également claire. Sur toute la ligne de contact, nos forces armées détiennent l'initiative stratégique. Et il y a toutes les raisons de croire, je l'ai dit récemment, que nous les pousserons à bout, et même que nous les vaincrons complètement. Je pense qu'il ne reste plus qu'à attendre que le peuple ukrainien lui-même prenne conscience de ce qui se passe réellement. Quant à l'efficacité croissante de nos forces armées, celle-ci peut être illustrée directement par un participant au combat, le général de division Mikhail Yevgenyevitch. Veuillez vous asseoir. Il commande la 155e brigade de marine de la flotte du Pacifique. Cette brigade est, à mon avis, l'une des meilleures des forces armées. Et selon le ministre de la Défense et le chef de l'état-major général, ce que le général de division Koutkov a accompli devrait être reproduit dans d'autres unités des forces armées. En premier lieu, bien entendu, dans les unités de l'infanterie de marine, qui combat de manière exceptionnelle, je peux l'affirmer sans exagération, tout comme les parachutistes et les forces spéciales. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'aujourd'hui même, juste avant de venir ici, j'ai entendu le dernier rapport du chef de l'état-major général indiquant que d'autres unités des forces armées montaient également en puissance de manière significative. En ce qui concerne l'infanterie de marine, comme je l'ai déjà dit, elle combat de manière exceptionnelle. Et puisque le ministre et le chef d'état-major général estiment que votre expérience doit être transposée à d'autres unités, j'ai pris la décision de vous affecter à un autre poste en augmentant votre niveau de responsabilité. Vous êtes nommé adjoint au commandant des forces navales de la Fédération de Russie. Votre responsabilité inclura le commandement de toute l'infanterie de marine de la flotte et de toutes les troupes de missiles et d'artillerie côtière. La tâche est simple, bien que d'une ampleur considérable. Même si toutes les unités de l'infanterie de marine se distinguent déjà de la meilleure manière possible, il faut porter chacune d'elles au niveau de préparation et d'efficacité que vous avez atteint avec la 155e brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. En outre, l'état-major général et le ministère de la Défense ont approuvé un programme de réorganisation de l'infanterie de marine. Progressivement, nous allons transformer les brigades en divisions d'infanterie de marine. Cette année, 2 divisions seront créées, y compris à partir de la 155e brigade. L'année prochaine, 2 autres divisions seront mises en place, et dans 2 ans, une division supplémentaire. C'est donc un travail considérable qui impliquera notamment l'organisation de l'entraînement au combat, en s'appuyant sur votre expérience acquise à la tête de la 155e brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique. Il faudra réfléchir aux modifications structurelles, car une brigade sera transformée en division. Il faudra également revoir les armements, les moyens de communication et d'autres aspects. En somme, c'est une tâche d'ampleur. Mais je vous préciserai un peu plus tard ce qui doit être fait dans les prochains jours. Le commandement soutient cette décision. Alors j'espère que tout se passera bien pour vous. Je n'en doute même pas. Je vous souhaite bonne chance. Concernant la situation sur la ligne de front, je tiens une nouvelle fois à le souligner. Sur l'ensemble du front, l'initiative stratégique est entièrement entre les mains des forces armées russes. 99% du territoire de la République populaire de Lugansk a été libéré et plus de 70% des régions de Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Nos forces, nos hommes avancent et libèrent jour après jour de nouveaux territoires, une localité après l'autre. Officier, avez-vous des questions?
Aujourd'hui, l'attention du monde entier est tournée vers les négociations entre la Russie et les États-Unis. De manière inattendue, nous avons entamé un dialogue et nous nous rapprochons de notre principal adversaire. Si possible, nous aimerions avoir des informations de première main sur le déroulement des pourparlers et leurs éventuels résultats. Ne vous en souciez pas, poursuivez simplement votre service et accomplissez votre devoir. Mais plus sérieusement, je comprends que tout le monde, dans le pays et à travers le monde, observe cela de près. À cet égard, je voudrais tout d'abord dire que, selon moi, le président nouvellement élu des États-Unis souhaite sincèrement mettre fin à ce conflit. Pour un certain nombre de raisons, que je ne vais pas détailler maintenant, elles sont nombreuses, mais à mon avis, c'est sincère, bien que cela puisse sembler une plaisanterie. Il est clair que le conflit dont je parle et dont je viens de faire une brève caractérisation des événements récents reste néanmoins complexe. Il exige une discussion approfondie et une approche réfléchie. Nous sommes favorables à une résolution de toutes ces questions par des moyens pacifiques, et je viens justement de le souligner. Nous avons, dès le début, pris diverses initiatives en ce sens. Nous avons tenté une approche, puis une autre, puis encore une troisième. Nous sommes donc en faveur d'une résolution pacifique, mais cela implique l'élimination des causes profondes ayant conduit à la situation actuelle. Il est impératif pour nous d'assurer la sécurité de la Russie sur le long terme, à l'échelle de l'histoire. Toute mesure allant dans ce sens sera la bienvenue de notre part, et nous sommes prêts à coopérer avec tout partenaire qui partage cet objectif. Il ne s'agit pas seulement des États-Unis, mais aussi de la République populaire de Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, tous les pays du BRIC, ainsi que de nombreux autres, y compris la République populaire démocratique de Corée, avec laquelle nous avons signé un accord. L'article 4 de cet accord précise de nombreux aspects sur ce que nous devons faire et comment nous devons nous soutenir mutuellement. Nous menons également un travail avec ce pays, tant sur le plan militaire que technico-militaire. Quant à l'Europe, nous sommes prêts à coopérer avec elle aussi. Seulement, ils agissent de manière incohérente, cherchant constamment à nous duper. Mais ce n'est pas grave, nous y sommes habitués. J'espère que nous ne commettrons plus d'erreurs fondées sur une confiance excessive envers nos soi-disant partenaires. Mais dans l'ensemble, il existe un problème que l'on évoque à peine, moi-même je l'ai mentionné brièvement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait qu'en Ukraine, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, une influence considérable a été exercée par ceux que l'on appelle les nazis. Comme on les nomme en Ukraine même, c'est-à-dire les nationalistes, des personnes partageant des idées néo-nazis. Ce n'est pas une invention de notre part. Ce qui est intéressant, et que peu de gens rappellent aujourd'hui, c'est qu'en 2017, un amendement a été introduit au Congrès américain interdisant de financer, de soutenir ou d'entretenir quelque relation que ce soit avec l'unité appelée Azov. Le législateur américain a explicitement qualifié cette organisation paramilitaire de terroriste et d'antisémite. Certes, le Sénat ne l'avait pas soutenu à l'époque, mais 1 ou 2 ans plus tard, les initiateurs de cette loi, parmi lesquels figurait le plus ancien membre du Congrès des États-Unis, ont tout de même réussi à la faire adopter. Le Congrès des États-Unis a donc qualifié cette organisation de terroriste, d'antisémite et de néo-nazi. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien. Ils sont restés ce qu'ils étaient. Alors, que s'est-il passé ? En 2022, le département d'État américain, en s'appuyant sur le fait que cette unité Azov avait été intégrée aux forces armées ukrainiennes, a pris la décision, probablement en adaptant la législation en conséquence, qu'il était désormais possible de leur apporter un soutien. Mais le simple fait qu'ils aient été intégrés aux forces armées ukrainiennes n'a rien changé en substance. Leurs idées et leurs actions sont restées exactement les mêmes. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin. Ces unités, y compris Azov, sont sur le point d'être renforcées et transformées en divisions entières. Cela signifie que ces individus obtiennent davantage d'armes, attirent plus de partisans et enrôlent d'autres personnes en leur imposant leur idéologie. À quoi cela conduit-il ? Cela conduit au fait que les organes civils du pouvoir, conformément à la constitution ukrainienne, ne sont plus légitimes aujourd'hui. L'élection présidentielle n'a pas eu lieu. Et selon la Constitution, toutes les nominations sont effectuées par le président, y compris celles des autorités régionales. Si le président n'est pas légitime, alors tout le reste ne l'est pas non plus. Ainsi, dans ces conditions d'illégitimité, les formations néo-nazies de facto reçoivent des armes supplémentaires et recrutent de nouveaux membres dans leur rang. À quoi cela mène-t-il ? Cela peut aboutir au fait que le pouvoir réel passe entre leurs mains. Ce qui signifie, à son tour,
qu'il devient encore plus difficile de savoir avec qui signer des documents officiels et quelle est leur valeur juridique. Car demain, d'autres dirigeants issus d'élections pourraient arriver et dire « Qui a signé cela? Nous ne savons pas, au revoir ». Mais ce n'est même pas la question principale. Le vrai problème, c'est que ces formations néo-nazies, comme Azov, et il en existe d'autres, commencent en réalité à diriger le pays. Se pose alors une question évidente. Comment traiter avec eux? En vérité, dans de telles situations, la pratique internationale suit une voie bien connue. Dans le cadre des missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu plusieurs précédents de ce que l'on appelle une administration extérieure ou une administration temporaire. Cela s'est produit au Timor oriental, si je ne me trompe pas, en 1999. Cela a eu lieu dans certaines parties de l'ex-Yougoslavie, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. Bref, cette pratique existe. En principe, sous l'égide de l'ONU, il serait possible d'envisager, avec les États-Unis, voire avec les pays européens, et bien sûr avec nos partenaires et alliés, l'introduction d'une administration temporaire en Ukraine. Dans quel but? Pour organiser des élections démocratiques, afin d'amener au pouvoir un gouvernement compétent et bénéficiant de la confiance du peuple. Ensuite, on pourrait engager des négociations sur un accord de paix et signer des documents légitimes, reconnus au niveau international, fiables et stables. Ce n'est qu'une option parmi d'autres. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas d'autres. Non, elles existent. En ce moment, différentes possibilités sont envisagées, mais peut-être est-il même impossible de tout détailler précisément, car la situation évolue très rapidement. Mais c'est l'un des scénarios possibles. Et comme je l'ai mentionné, il existe des précédents dans les missions de l'ONU. Dans l'ensemble, nous soutenons la résolution pacifique de tout conflit, y compris celui-ci, mais pas à nos dépens.